Si les mensonges, théories du complot et autres légendes urbaines sont vieux comme le monde, la force de frappe instantanée et illimitée des réseaux sociaux leur confère aujourd'hui une influence sans égale. Résultat, la confiance dans la parole politique s'étiole, le travail journalistique est mis en cause, l'objectivité scientifique se voit concurrencée. Bref, ce sont nos démocraties elles-mêmes qui sont menacées dans l'ère de la post-vérité. Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dise reste entre nous. Donc pas de tweets, pas de posts sur les réseaux sociaux, pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Eh oui, le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. On se souvient, cet extrait de l'enregistrement à huis clos donné dans un cours de Laurent Wauquiez à l'école de management de Lyon, dévoilé par l'émission Quotidien de Yann Barthès, c'était en février dernier. Notre invité ce matin pour parler justement de bullshit, de post-vérité, c'est Sébastien Dieguez. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes chercheur en neurosciences à l'université de Fribourg. Vous êtes un spécialiste de la psychologie du complotisme et puis vous sortez, là, il y a quelques jours maintenant, cet ouvrage Total Bullshit, justement, on va en parler, au cœur de la post-vérité. C'est paru au PUF. Dans votre livre, vous montrez comment, dans tous les domaines du débat public, la simple opinion, conviction personnelle prétend désormais l'emporter sur la vérité des faits. C'est un livre sur la nature, je le disais, de la post-vérité, sur les mécanismes aussi de sa diffusion. Alors, dans l'avant-propos de votre livre, vous rappelez que si le concept de post-vérité a fait une entrée fracassante dans le dictionnaire récemment, finalement, les accommodements avec la vérité factuelle sont bien plus anciens. Ils ne sont pas forcément caractéristiques de notre temps. Vous évoquez notamment le livre d'Anthony Trollope de 1875. Quelle époque sur ce Londres de l'époque victorienne où ignorance et manipulation étaient de mise. Vous parlez aussi évidemment de 1984 de George Orwell. Mais il y a un auteur dont les travaux vous ont servi de socle, ceux du philosophe Harry Frankfurt, qui avait introduit justement ce concept de bullshit dans un livre de 1986 intitulé On Bullshit, qui restait très longtemps connu des seuls philosophes et qui, 20 ans plus tard, a connu une diffusion plus large. Est-ce qu'on peut peut-être commencer, Sébastien Dieguez, par définir ce concept, nous dire en particulier quel rapport il entretient à la vérité et en quoi cet essai vous paraît particulièrement éclairant, pertinent, dans la mesure où en réalité le phénomène du bullshit est aussi vieux que le monde, et dire en tout cas que le langage, Sébastien Dieguez. Oui, c'est ça. Donc, Harry Frankfurt publie un essai très bref, mais assez dense, qui s'appelle On Bullshit. Donc, déjà, il faut souligner que le titre est lui-même un peu bullshitesque, hein. Sous la forme d'un titre prétentieux à propos du bullshit ou sur le bullshit, dans un cadre académique très sérieux, puisque c'est un philosophe analytique à l'université de Yale à l'époque, et qui avançait une idée quand même relativement neuve et intéressante à l'époque, parce que si les phénomènes existent depuis toujours, ça veut pas dire qu'on a bien mis le doigt dessus. Donc ce que le service qu'a rendu Harry Frankfurt, c'était de délimiter un peu les contours de ce que lui appelait le bullshit, en particulier en le distinguant du mensonge, puisqu'on parle beaucoup de mensonges d'État, de mensonges de la politique. Frankfurt disait qu'au moins le mensonge, on sait à quoi s'en tenir, quoi. C'est-à-dire que le menteur, il dissimule la vérité. Et pour le faire, il doit connaître la vérité. Alors que le bullshitter ne se préoccupe pas de la vérité. Exactement. Tandis que le menteur tient, pour ainsi dire, la vérité en respect, ne serait-ce qu'en la connaissant et en la cachant. Le bullshitter n'a pas du tout ce problème-là, puisqu'il s'en fiche complètement. Et donc Frankfurt définissait le bullshit comme une certaine forme d'indifférence à l'égard de la vérité. C'est-à-dire que le bullshitter peut très bien dire la vérité. Ce qu'il dit n'est pas nécessairement faux, mais que ce soit faux ou que ce soit vrai, il s'en fiche complètement. Ce qu'il dit, c'est dans un tout autre but. Généralement, c'est pour impressionner son monde, pour se faire mousser, pour noyer le poisson, pour tourner autour du pot. Enfin, il y a tout un tas de stratégies que le service que le bullshit peut accomplir. Et quelle différence finalement entre le bullshit et la post-vérité? La post-vérité serait le régime mondialisé, globalisé du bullshit? Alors voilà, j'avance l'idée dans le livre que au cœur de la post-vérité, on trouve surtout ce phénomène-là, le bullshit, et que donc la post-vérité est à distinguer de la propagande à l'ancienne, hein, où
par la force et par la brutalité, on impose une vérité, ce qui est quand même assez laborieux à accomplir. Hein. C'est pas de tourpeau non plus d'être un régime dictatorial. Vous devez faire avaler pas mal de couleuvres. Vous devez contrôler ceux qui osent poser des questions et s'insurger contre cette vérité. Parce qu'avec la post-vérité, c'est beaucoup plus simple d'une certaine manière. En fait, vous submergez les gens sous tout un tas de faits alternatifs, de théories du complot, de contradictions qui finalement déboussolent et rend produit une sorte d'état stuporeux dans lequel finalement le rapport à la vérité est totalement dénaturé. Oui, vous dites que la grande force de la post-vérité, c'est qu'elle n'impose aucune vérité particulière. Voilà ce qui la rend redoutable. Exactement, oui, on parle beaucoup des manipulations russes. Ce qui se passe, en fait, c'est pas à proprement des manipulations, une sorte de doxa qui est imposée. Alors évidemment, il y a des stratégies, des buts, mais essentiellement, ça consiste à déboussoler vraiment, quitte à se contredire. Hein, on reproche aussi à Trump de mentir beaucoup. Alors c'est vrai, il ment, mais d'une certaine manière, il s'en fiche un peu parce qu'il peut très bien dire le contraire du mensonge qu'il a dit la veille, dire un autre mensonge qui colle pas avec son mensonge précédent. Et donc c'est plutôt ça la post-vérité dont le moteur. Moi j'avance que c'est quelque chose qui ressemble au bullshit. Oui, ce qui est intéressant, c'est que finalement Donald Trump est davantage un bullshitter qu'un menteur, et c'est pas rien parce que en réalité dans le mensonge, la relation de confiance avec le locuteur, elle peut être rompue parce qu'on cherche à tromper, on cherche à masquer la vérité. Dans le bullshit, c'est pas le cas. La relation de confiance avec le locuteur, elle est toujours intacte. C'est évidemment essentiel quand on s'intéresse à la production de bullshit en politique. Oui, c'est d'ailleurs un des avantages du bullshit. Le mensonge, c'est quand même assez risqué, hein, parce que on peut vous pincer, vous pouvez vous faire coincer, on peut prouver en fait que vous avez menti. Vous prenez pas du tout ce risque-là avec le bullshit. C'est quelque chose qui vous permet à tout moment de rétropédaler si c'est nécessaire, ou de dire mais non, j'ai jamais dit ça. Voyons, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc vous oscillez comme ça entre le vrai et le faux, sans vraiment savoir vous-même. Hein. Ça c'est une question assez technique. Enfin, après tout, c'est un concept philosophique. Est-ce que on bullshit exprès, ou est-ce que le bullshitter a pas vraiment conscience de bullshiter? C'était intéressant par rapport à l'extrait que vous avez passé de Laurent Wauquiez, quand il dit on va pas, sinon je pourrais vous sortir que le bullshit que je vous dis sur le plateau. Est-ce que ça c'est quand même du bullshit? Est-ce qu'en affirmant qu'on ne bullshit pas, finalement on bullshit quand même? C'est le genre de questions qui sont quand même assez techniques comme ça que j'aborde dans le livre. Et oui, et puis par ailleurs, on pourrait penser que les bullshitters sont une catégorie d'individus très identifiés, mais en réalité on produit tous un peu du bullshit. On est tous des bullshitters. Voilà, c'est une des limites, une des difficultés du concept de bullshit, à savoir que, comme Frankfurt disait que c'est une indifférence à l'égard de la vérité, dans le fond, est-ce qu'on est vraiment toujours très soucieux de la vérité? Non, c'est compliqué, la vérité. On n'est pas tous des scientifiques, on n'a pas tous le temps de faire des expériences pour savoir si c'est vrai, si telle chose est vraie ou est fausse. Et donc, le concept prend le risque un peu de s'étendre trop largement. Hein. Si ça c'est du bullshit, alors tout est du bullshit. Et nos interactions quotidiennes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bullshit, ne serait-ce que dans le tact, la politesse, qui sont des comportements qui sont pas soucieux de la vérité. Et ce qui veut dire aussi que si nous faisons tous du bullshit, si on est tous des bullshitters, ça veut dire aussi qu'il y a une très forte tolérance dans la société, dans la production de bullshit. Voilà, on s'en accommode assez facilement. Et c'est ce que Frankfurt appelait le paradoxe du bullshit. D'une part, il disait que le bullshit est pire que le mensonge, parce que le mensonge au moins respecte la vérité, tient compte de la vérité. Mais alors pourquoi on est plus tolérant vis-à-vis du bullshit que du mensonge? Pourquoi celui qui ment généralement, surtout si on a détecté le mensonge, la rupture de confiance fait que cette personne est ostracisée ou réprouvée. On parle plus au menteur. Généralement, il doit démissionner. Enfin, il doit se passer quelque chose quand quelqu'un a menti.
Tandis que le bullshitter, lui, il agit en quasi totale impunité. Il y a pas de loi contre le bullshit. Peut-être qu'il y en aura un. Peut-être qu'il y en aura. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais l'un, évidemment, des bullshitters les plus renommés, c'est Donald Trump. Vous en avez parlé. Le président américain est un véritable artiste en la matière. Or, il est aussi l'incarnation, Sébastien Dieguez, du capitalisme, et peut-être sous ses traits les plus outranciers. Est-ce que c'est totalement un hasard? Quel lien est-ce qu'on peut établir entre le bullshit et donc la post-vérité et le capitalisme? Alors voilà, quelles sont les origines de la post-vérité? C'est une question qui est très débattue. Frankfurt pensait que c'était une conception dévoyée de la démocratie, dans le sens où chacun a le droit d'avoir son opinion, mais du coup, c'est comme si on était tenu de donner son opinion sur tout et n'importe quoi. Et en particulier quand on ne sait pas de quoi on parle. Donc le citoyen moderne est tenu d'avoir une opinion sur tout et n'importe quoi, ce qui est générateur de bullshit. Frankfurt postulait aussi une version plus philosophique, donc un rapport à la vérité qui s'est étiolé suite à certaines théories, notamment du postmodernisme, où la vérité paraissait suspecte, et donc c'était un concept hégémonique. Voilà. Bon. Oui, d'ailleurs, vous dites que postmodernisme et post-vérité sont tous les deux produits par le bullshit. Oui, parce que on a pu dire que la post-vérité, dans le fond, c'était à cause de Foucault, Derrida, Deleuze, tous ces philosophes qui réfléchissaient au concept de vérité. C'est leur prêter beaucoup d'influence, dites-vous, dans le livre. Voilà, donc et moi, je me dis, c'est tout à fait possible, dans le fond, que ces théories postmodernes et la post-vérité sont toutes deux, en fait, le produit du bullshit. Maintenant, sur le capitalisme, c'est une idée qui invente, capitalisme au sens large, néolibéralisme, mais c'est surtout la montée d'une certaine forme d'individualisme qui est quand même consubstantielle aussi aux démocraties modernes, où l'individu a sa liberté de conscience et d'opinion, et encore une fois, comme il a le droit de penser tout ce qu'il veut, ça lui donne le droit de dire n'importe quoi, en quelque sorte. Est-ce que vous diriez qu'il y a, Sébastien Dieguez, ces dernières années, une augmentation du bullshit dans l'espace public et dans la parole politique? Et si c'est le cas, comment comprendre? Est-ce que c'est le résultat, va falloir y venir, Sébastien Dieguez, de l'émergence des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a aussi autre chose? Quelle part, justement, de responsabilité pour ces nouvelles technologies? Voilà, les nouvelles technologies, on leur met beaucoup de responsabilités sur le dos, mais c'est sûr que ça offre une sorte de moteur au bullshit. Il y a une infrastructure technologique qui favorise, pour ainsi dire, les traits psychologiques qui sont au cœur du bullshit, en particulier une certaine forme de narcissisme et une certaine forme de paresse intellectuelle. Il y a cette vieille plaisanterie quand on dit c'est mon avis et je le partage. Eh bien, c'est devenu tout à fait littéral. Vous voyez votre avis passer quelque part sur les réseaux sociaux, et comme c'est votre avis, vous le partagez littéralement en un clic. Ouais, donc vous expliquez que les réseaux sociaux ont permis l'émergence de bulles discursives, des extensions du moi par lesquelles la réflexion est évacuée au profit de l'indignation. Vous parlez, je vous cite, d'une escalade de la pureté morale et de la diabolisation des opinions contraires, où tout le monde tente de se positionner au-delà de la mêlée, encore plus perspicace et épris de justice que les autres. Les réseaux sociaux, c'est vrai, ont constitue une véritable rupture dans les processus psychosociaux par lesquels se forgent les opinions. Mais attention, on ne faudrait pas penser que tout cela est totalement nouveau non plus. Non, c'est pas totalement nouveau, mais c'est marrant aussi de constater l'évolution des choses. Il y a quelques années, là, je sais pas si vous vous rappelez, on nous encourageait à nous indigner. Indignez-vous, on disait. Aujourd'hui, les gens s'indignent, ils s'indignent quasiment automatiquement. En fait, il y a des études qui montrent que le sentiment moral et émotionnel de l'indignation est plutôt rare dans la vie quotidienne. Vous passez pas vos journées à vous indigner dans la rue. Ça a une fonction sociale de s'indigner du comportement d'autrui parce qu'il a violé telle ou telle norme. Maintenant, si l'indignation devient systématique, facile et n'encourt dans le fond pas trop de risques, c'est comme si on dénaturait en fait la mécanique psychologique normale humain. Vous n'êtes pas censé vous indigner tout le temps, et pourtant c'est ce que permettent en fait ces infrastructures technologiques.
Et je rappelle que dans les années 50, c'est vous qui le rappelez dans votre livre, le psychologue Leon Festinger avait avancé le concept de dissonance cognitive pour décrire les stratégies d'évitement face à des opinions contraires aux siennes. Restons un peu sur les réseaux sociaux et la question de Twitter. Très récemment, la revue Science consacrait un dossier à la propagation des mensonges sur Twitter. On a plusieurs chercheurs du Massachusetts Institute of Technology qui se sont fondés sur la propagation de 126 000 histoires différentes qui se sont répandues sur Twitter entre 2004 et 2017. Et le résultat montre que les fausses nouvelles sont diffusées plus vite, plus loin, plus largement que les vrais. En moyenne, il faut 6 fois plus de temps aux vrais qu'aux faux pour toucher 1500 personnes, nous montre par exemple l'étude. Qu'est-ce qui fait que sur Twitter, le faux se diffuse plus vite, plus fort que le vrai? Alors, on a pu postuler ce qu'on appelle un principe d'asymétrie du bullshit, hein, mais qui peut qui peut s'appliquer à bien d'autres domaines. C'est tout simplement plus simple de dire une connerie que de dire la vérité, parce que comme disait Rousseau, déjà le faux a mille et une manières de se manifester, tandis que le vrai est d'un bloc. Il y a qu'une manière d'avoir raison. Donc vous avez déjà cette asymétrie, et surtout ça prend beaucoup plus de temps de corriger une erreur. Donc l'étude en question parue dans Science, elle est très intéressante, parce que puis ça aussi c'est un des aspects fascinants du bullshit contemporain. En fait, c'est qu'on peut l'étudier quasiment en live, parce que ça laisse des traces, ces réseaux sociaux. Donc ça, c'est très intéressant pour les chercheurs. Et là, en l'occurrence, c'était mettre beaucoup de moyens technologiques pour aller compulser dans ces millions de tweets, pour au fond revenir à la psychologie. C'est parce qu'au fond, c'est des cerveaux humains qui font ces choses-là. Bon, la nouveauté là-dedans, elle est quand même difficile à trouver. C'est simplement que les gens ont plus tendance à partager des choses qu'ils trouvent sensationnelles puis qui vont dans leur sens, plutôt que des choses barbantes, même si elles sont vraies. C'est quand même un formidable désaveu pour ces scientifiques à l'origine du web qui, il y a quelques années, nous expliquaient que le numérique serait un formidable outil de diffusion de la culture, de la vérité, du savoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 20, 30 ans après, on soit passé de l'espoir au désastre? Et quelle responsabilité, en quelques mots, pour les scientifiques? Bon, ça reste quand même, il faut quand même pas être négatif, ça reste quand même très utile. Les réseaux sociaux, moi j'apprends beaucoup de choses à un rythme quotidien. Voilà, donc il y a une face sombre à laquelle il va falloir faire face. On ne sait pas exactement comment encore. Ça aussi, c'est un aspect intéressant. Quel genre de solution il faut apporter. On retrouve notre invité du jour, Sébastien Dieguez. Vous êtes avec nous depuis 7h40. On parle ensemble de bullshit, de post-vérité, et pour cause. Vous avez publié Total Bullshit au cœur de la post-vérité. C'est paru chez PUF. Avant de se quitter, avant le journal de 8h, on évoquait ensemble cette question de la responsabilité des scientifiques, de leurs difficultés aussi à imposer la vérité face au bullshit. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ce point-là et qu'on s'appuie peut-être sur un fait précis. Il y a eu beaucoup de commentaires, on parlait également de Twitter, il y a eu beaucoup de commentaires concernant l'impact des fausses nouvelles sur les élections américaines, certains n'hésitant pas à affirmer que elle avait permis de faire élire Donald Trump à la Maison-Blanche. Essayons de voir justement ce que disent les scientifiques sur ce point, parce qu'en la matière, il y a des études relatives à la portée des fake news, notamment celles de chercheurs de l'université Dartmouth, qui se sont basées sur les données de navigation de près de 2500 citoyens américains pendant le mois qui a précédé l'élection, et elle montre plusieurs choses. D'abord, que la plupart des fake news publiées et consultées étaient des fake news pro-Trump, et en même temps, les chercheurs relativisent leur impact sur le scrutin. Je cite par exemple Brendan Nyhan. Il dit: en ce qui concerne le battage médiatique autour des fake news, il est important de reconnaître qu'elles n'ont atteint qu'un sous-ensemble de la population américaine, à savoir les partisans politiques les plus intenses. En gros, ce que nous dit là la science, c'est qu'elle ne sait pas répondre sur l'impact des fake news sur l'élection américaine. Est-ce qu'on touche pas là aux limites de la science, qui ne peut pas tout dire, qui ne peut pas répondre à toutes les questions, ce qui évidemment nourrit en retour le bullshit et ce régime de post-vérité dans lequel on aurait basculé? Ah bah c'est certain, hein, il faut pas non plus attendre des solutions toutes cuites et toutes faites. Ce serait du bullshit en réalité. J'explique aussi vers la fin du livre que l'appel permanent à trouver des solutions et des explications est en réalité une forme de bullshit, parce que ce qui compte le plus, c'est de
saisir le développement de ce qui se passe, et plutôt que d'avoir une solution, d'envisager la méthode qu'on dirait aboutir à cette solution. Ce serait beaucoup plus important. Maintenant, les études, c'est très intéressant. Il y en a vraiment beaucoup qui commencent à se faire et à sortir ces temps-ci. On a aussi des rapports officiels, gouvernementaux. On a des symposiums sur les fake news. On a même un symposium sur le bullshit en tant que tel. Moi, je vous le dis honnêtement, je commence à avoir un peu de la peine à suivre tout ça. Voilà, les données sont parfois contradictoires. Donc c'est difficile c'est pas encore le moment de prendre du recul, mais c'est vrai que on a sans doute exagéré l'influence des fake news, des manipulations, du bullshit et du mensonge sur l'issue du Brexit, de l'élection de Trump et de d'autres scrutins. Sébastien Dieguez, vous dites que face à l'avènement de l'ère de la post-vérité qui menace nos démocraties, toutes les initiatives sont allouées, de l'éducation aux médias aux rubriques de vérification dans les journaux, à condition d'en examiner avec rigueur et méthode les effets. Je voudrais qu'on s'attarde sur ce projet de loi, parce qu'Emmanuel Macron a annoncé son intention de mettre sur pied une loi contre les fake news ou pour la fiabilité et la confiance de l'information. D'ailleurs, il l'a répété la semaine dernière lors de sa visite à Washington. Il a dit combien il était crucial de lutter contre les fake news pour protéger nos démocraties. Alors, si l'intention évidemment est louable, beaucoup sont inquiétés des dérives possibles de cette loi qui pourrait devenir évidemment liberticide. D'abord, d'un point de vue théorique, que pensez-vous de cette idée de mettre en place un nouveau dispositif législatif pour contrer la montée en puissance du bullshit et se protéger dans cette ère de la post-vérité? Est-ce que c'est un outil qui peut être efficace, ou est-ce qu'au contraire il faut s'en méfier parce que précisément il pourrait être liberticide? Il faudra vraiment en savoir plus sur en quoi ça va consister. Je crois, enfin pour ce qui concerne le bullshit, encore une fois, j'avais dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de loi contre le bullshit. Je crois pas opportun d'empêcher les gens de parler de ce qu'ils ne connaissent pas ou de dire des bêtises. Évidemment, c'est pas interdit. Maintenant, peut-être qu'on peut mettre en place certains outils de signalisation. Bref, il y a beaucoup de choses à envisager et à faire. Moi, je suis chercheur, donc tout ça m'intéresse sur le temps long. Je dis que toutes les initiatives sont bonnes à prendre, parce que dans le fond, le pire qui puisse arriver, le pire qui puisse arriver, c'est évidemment des lois liberticides ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais à mon sens, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on ait une sorte d'effet boomerang où en cherchant à protéger les gens, on les encourage encore plus à s'informer de manière aléatoire. On ne sait pas grand-chose, mais on sait quand même des choses. On sait par exemple qu'il y aurait un dispositif particulier durant les périodes électorales. On parlait des élections américaines et du Brexit, pendant lesquelles, donc, en cas de propagation d'une fausse nouvelle, il serait possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé. Dans certains cas, un juge pourrait, sous 48 heures, je cite, faire cesser la diffusion de fausses informations, notamment en ordonnant le déréférencement d'un site ou le retrait des contenus, voire même la fermeture d'un compte sur un réseau social. Donc finalement, ce serait au juge de se faire l'arbitre entre le vrai et le faux, ce qui d'abord peut s'avérer compliqué, parce qu'en réalité, déterminer le vrai du faux, il y a certains cas où c'est compliqué, mais est-ce que c'est au juge de déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux ? C'est au juge de juger. C'est ce qu'ils font de manière générale. Et c'est à peu près la même question que pour tout ce qui concerne la calomnie ou la diffamation. Des fois, la frontière est très fine entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est aussi la même chose pour le plagiat, des choses comme ça. Donc, un juge peut donner sa vérité juridique. C'est pas la même chose que la vérité scientifique. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut toujours garder ça, garder ça en tête. Donc, d'autant qu'on a un vrai problème, parce que quand on parle de fake news, on parle de quoi? Est-ce que parce que on voit aussi qu'il y a des politiques qui utilisent cette formule pour évoquer en réalité une couverture médiatique qui leur est défavorable. Donc on voit bien déjà que ce terme fake news pose problème. Oui, mais c'est
dans la nature du bullshit d'être mimétique, de prendre les apparences de la vérité, de prendre les apparences du sérieux, de la solennité et de l'outrage. Donc c'est sûr, hein, à partir du moment où vous avez ce concept de fake news, vous avez des gens pour dire que tout ce qui leur convient pas, c'est du fake news. Moi, j'essaie d'éviter dans mon livre justement de dénoncer les choses qui ne me plaisent pas. Il y a tout un tas de choses qui ne me plaisent pas, mais c'est pas spécialement la question qui intéresse je me suis dit qui intéresserait les lecteurs. Je pense qu'il faut aboutir à une certaine conception théorique et plutôt abstraite de ces phénomènes-là pour essayer d'avancer plutôt que de dénoncer tout ce qui nous convient pas. Alors voilà, avec Trump en particulier, mais tout un tas d'autres individus comme Erdogan ou Vladimir Poutine qui dénoncent les fake news occidentales ou les fake news qui ne les arrangent pas. Voilà, c'est une guerre d'information, de la désinformation, du bullshit contre la connaissance et la vérité. Il faut attendre peut-être de voir que si ça se décante un peu, ce qui se passe, et avec un peu plus de recul, à mon avis, essayer de voir comment évoluent les choses. Hein. Je postule aussi que ça peut pas évoluer très loin comme phénomène, parce que si tout devient du bullshit, vous pouvez plus bullshiter. C'est comme la fausse monnaie. Il faut qu'il reste encore un peu de vraie monnaie si vous voulez faire circuler de la vraie monnaie. Vous parlez de guerre. Qu'est-ce qui peut permettre de remporter cette guerre? On voit qu'il y a des initiatives nationales, on vient d'en parler, il y a des initiatives aussi au niveau de l'Europe. Récemment, la Commission a présenté des propositions pour essayer de lutter contre la désinformation en ligne, incitant les Facebook et autres Twitter à faire plus pour dans cette chasse aux fausses nouvelles, sans toutefois d'ailleurs préconiser une réglementation. On propose simplement un code de bonne conduite. On sent bien que là, il y a une méthode douce qui montre peut-être aussi cette difficulté à imposer des règles à ces acteurs qui sont extrêmement puissants. Mais est-ce que la bataille, au fond, elle n'est pas dans le statut même des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter? Parce que au fond, la question est de savoir aussi si ces acteurs sont ou pas des médias. Parce que s'ils le sont, ils doivent évidemment se soumettre aux règles relatives à la production et à la diffusion d'informations. Est-ce que le grand chantier, la grande bataille, c'est pas celui précisément du statut de ces réseaux sociaux? Mais c'est toute la question, ouais. Puis ça dépasse largement mes compétences. Après tout, je suis un modeste psychologue et neuroscientifique. Mais bon, on sait plus ce qu'est un taxi aujourd'hui, donc on sait plus non plus ce qu'est un journal. Donc il faudra voir évidemment comment ça évolue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas ces grandes infrastructures et ces vastes questions sur la nature de l'information et de la presse, mais la psychologie humaine. Au bout du compte, vous avez des gens qui partagent, et qui likent, et qui produisent toutes sortes d'informations. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la mise à disposition d'une technique pour un cerveau humain archaïque en quelque sorte. C'est ça toute la question. Justement, regardons peut-être un peu les choses et restons sur la question de Facebook. En 2016, Facebook avait lancé une nouvelle initiative pour lutter contre l'épidémie de fausses nouvelles en sollicitant l'aide de plusieurs médias américains vérificateurs de faits. Et en France, il y a eu à peu près la même chose qui a été annoncée quelques mois plus tard. Il y a un partenariat à peu près semblable qui a été annoncé en collaboration avec Le Monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ces collaborations? Est-ce qu'on peut peut-être en faire un bilan? Et puis, on va regarder ce qu'on peut attendre ou non de cette question du fact-checking, c'est-à-dire de cette vérification des faits. Est-ce que c'est un bon outil de lutte contre le bullshit et la post-vérité? Sébastien Dieguez. Voilà, si je me rappelle bien, la tentative de Facebook, ça avait été de mettre des étiquettes dans le fond, qui disaient ça c'est fiable, ça c'est moins fiable, ça c'est moyennement fiable, ce genre de choses. À ma connaissance, ils ont renoncé à ça. Visiblement, ça marchait pas très bien. Et en fait, on a des études qui montrent que qu'elles soient fiables ou pas fiables, les gens partagent les infos qu'ils trouvent intéressantes, spectaculaires ou qui
vont dans leur sens. Je pense que c'est ça le cœur du problème, c'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Dès que vous avez quelque chose qui vous donne raison, c'est ça que vous allez retenir, c'est ça que vous allez tenter de propager. Donc ces tentatives-là, elles me paraissent intéressantes parce que bon, dans le fond, c'est sûr qu'il faut bien faire quelque chose. Il faut bien, au bout du compte, que quelqu'un vérifie ces informations. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Il y a encore cet effet boomerang qui fait que si vous avez quelqu'un qui vérifie une information puis qui vous dit qu'elle est fausse, vous pouvez vous braquer si vous connaissiez, enfin si vous étiez en accord avec cette information. C'est ce qu'on voit aussi avec. Mais qu'est-ce qui se passe justement quand on nous dit qu'une information est fausse? Parce que dans cette collaboration entre Facebook et ses vérificateurs américains, il y avait effectivement la mise en place d'une sorte on catégorisait d'une certaine manière les informations. Il y avait les vraies, les fausses, les mélanges et les non éligibles. Qu'est-ce qui se passe très concrètement quand on vous dit que vous allez partager, par exemple, une fausse information? Est-ce que ça remet en cause justement votre désir de la partager, par exemple? À ma connaissance, non. C'est assez étonnant, mais c'est comme les théories du complot. Si une théorie du complot est labellisée en tant que théorie du complot, ça ne réduit pas la propension à la partager. Au contraire, même, ça l'augmenterait. Il y a une étude intéressante sur la vaccination, qui est un problème actuel. Si on dit aux parents anti-vaccins qu'ils ont tort et qu'on leur explique bien comment pourquoi c'est important, etc. En fait, ils ont tendance à se braquer sur leur position. Ils peuvent reconnaître qu'ils ont tort, mais ça va pas les faire changer d'avis. Et c'est aussi ce qu'on voit avec les électeurs de Trump, qui reconnaissent que Trump ment souvent, mais ça les fait pas changer d'avis sur lui. Donc, en définitive. C'est tout simplement ce fameux biais de confirmation qui fait qu'on préfère les informations qui nous conviennent que celles qui nous conviennent pas. Et au bout de la chaîne, c'est une question d'attitude personnelle qu'il va falloir. Voilà, il va falloir faire quelque chose à ce sujet-là. Et on en revient aux bonnes vieilles vertus intellectuelles, Aristote et compagnie, qui sont la prudence, la patience, l'humilité. Voilà. Oui, vous faisiez référence à une étude de la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, qui avait été une étude qui avait été réalisée par l'IFOP. Et d'ailleurs, vous dites à propos des théories du complot qu'en réalité, elles n'existent pas. C'est juste du bullshit, mais il n'y a pas de structure idéologique derrière. C'est ça, il y a une théorie du complot, ni une théorie, et souvent ne pointe pas véritablement un complot. Et les gens n'y croient pas à proprement parler, peut-être qu'ils y adhèrent, mais essentiellement ils rejettent autre chose. C'est pas une théorie en particulier qu'ils acceptent, c'est plutôt toute autre chose qu'ils rejettent. Généralement, ce qu'ils appellent la vérité officielle ou la vérité offerte par les autorités. Alors il y a la question du fact-checking, mais en réalité on se doute bien, on sent bien que ça ne suffit pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence à éduquer, à sensibiliser le public afin qu'il aille justement s'abreuver à des sources informationnelles sérieuses, et concrètement par où doit passer cet effort de pédagogie, parce qu'il s'agit de ça en réalité? Alors, on entend qu'il faut réinjecter de l'esprit critique dans l'éducation, mais c'est comme le fact-checking au journalisme. Le journalisme, c'est du fact-checking à l'origine. L'éducation, c'est l'enseignement de l'esprit critique. Toutes les chartes des universités disent que elles sont là pour augmenter l'esprit critique et créer des citoyens éclairés. Alors oui, ça c'est des pistes, voilà quoi, qu'il faut peut-être faire une piqûre de rappel à ce sujet-là. Le problème, c'est à l'école. Oui, mais le problème, c'est est-ce qu'on peut enseigner l'esprit critique? Et cette question, elle n'est pas vraiment réglée en psychologie. Vous avez beaucoup de gens qui se penchent là-dessus, qui tentent de développer des méthodes. Vous avez des initiatives personnelles qui se font et qui sont tout à fait louables. Mais en définitive, on ne sait pas si c'est véritablement possible d'enseigner l'esprit critique, et déjà qu'est-ce que c'est exactement que l'esprit critique.
Je suis plutôt, disons un peu partagé quoi sur ces approches-là, même si je pense qu'il faut les encourager parce que de toute façon, il y a peu de chances que ça produise quelque chose de pire en quelque sorte. Hein. Je pense que voilà, l'esprit critique, ça peut parfois se retourner contre nous, mais en définitive, c'est généralement une bonne chose. Et on arrive, Sébastien Dieguez, à finalement ce qui est le cœur de votre proposition, parce qu'il y en a une dans votre livre, il y en a plusieurs, mais il y en a une notamment, qui est la question du ridicule. Vous écrivez « Le bullshitter est par définition ridicule, dans la mesure où son comportement ne fait que refléter l'abîme qui existe entre, d'une part, son aplomb, sa prétention, sa certitude et son sérieux affiché, et d'autre part, la vacuité totale de ses propos. » Et vous poursuivez « L'imaginaire, la fiction et la raison ont des ressources propres largement suffisantes pour remettre cet ennemi commun à sa juste place. » Pour vous, l'un des axes de lutte pour lutter contre la fabrique du bullshit, c'est de montrer combien les bullshitters sont ridicules. Le ridicule est la brèche monumentale et structurelle dans l'armure immunitaire de la post-vérité, dites-vous. Oui, je dis que le bullshit c'est une coquille vide, mais malheureusement une coquille très solide. Et un des moyens d'en atteindre le cœur, c'est vous dites j'écris le ridicule, mais c'est plus généralement la satire, l'humour, mais encore plus généralement la fiction et l'imagination. Quand on parle de post-vérité, en fait, moi j'ai essayé d'apporter une approche un peu plus contre-intuitive que la tentative d'enseigner l'esprit critique, de faire du fact-checking, etc. C'est de prendre le versant post-fiction. En fait, toute vérité implique une post-fiction. Si vous n'accordez plus de respect à la vérité, du même coup, c'est la fiction, l'art et l'imaginaire qui prennent aussi un coup. Et donc en refamiliarisant, en redonnant le goût de l'imagination, de la créativité, des mondes imaginaires, je pense qu'on pourrait du même coup redonner du respect pour la réalité, pour la vérité. C'est une hypothèse, ce serait quelque chose d'intéressant à aborder, je sais pas encore exactement comment. Oui, parce que tout à l'heure on parlait de cette tolérance vis-à-vis du bullshit, vis-à-vis de la post-vérité, et on disait qu'on s'accommodait relativement facilement de tout ça, et vous avez une explication pour ça, hein, concernant cette tolérance. Vous dites que si le bullshit est devenu aussi bien toléré, c'est que nous ne le reconnaissons pas comme tel. Nous sommes devenus incapables, finalement, de distinguer la réalité de la fiction, ce qui vous fait dire que, en fait, la post-vérité, c'est aussi une post-fiction. Exactement, oui. Il faut pas oublier que le bullshit, c'est simplement un processus discursif. C'est comme que les gens parlent entre eux. On se pose pas 1000 questions. Il y a des briques de la cognition sociale et des mécanismes conversationnels qui font que tout ça nous est transparent. Quand quelqu'un parle, on lui accorde de l'attention et on pense que lui cherche à nous transmettre une information fiable qui produit des assertions basées sur ses connaissances à lui, qui peuvent nous être pertinentes à nous. À partir de là, un bullshitter peut exploiter ce système-là pour faire passer ses assertions pour des choses intéressantes et fiables, alors qu'elles le sont pas. C'est pas qu'on soit naïf, c'est pas qu'on soit trop crédule, c'est simplement que on est naturellement charitable envers ce que l'autre cherche à nous dire. Et c'est tout le talent du bullshitter de savoir exploiter ça. C'est pour ça que le bullshit est souvent invisible et il prend l'apparence d'autre chose. Et quelle responsabilité, pour les artistes, pour les producteurs de culture en général, justement, dans ce basculement vers cette post-fiction? C'est sûr qu'il y a beaucoup de bullshit dans les milieux de la culture, mais je pense pas qu'il soit véritablement responsable de quoi que ce soit. Simplement, des fois, oui, c'est sûr qu'on mélange un peu le réel et l'imaginaire. On fait des docu-fictions, des auto-fictions, et aussi les jeux vidéo qui sont maintenant de plus en plus réalistes. Donc, ce mélange de la fiction et de la réalité peut-être déboussoler. C'est une possibilité. On parle de fiction, on parle de ridicule. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 20 ans. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement.
L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, cause insouille, sa propre cause. Bravo Villecourt, c'est lumineux. Bravo, Sumérien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. Vous avez reconnu bien sûr cet extrait de Ridicule de Patrice Lecomte dans lequel l'abbé de Villecourt, joué ici par Bernard Giraudot, démontre à la cour royale l'existence de Dieu, ou pas, hein, on parlait de... Voilà, selon les besoins. Je reviens justement sur la question des outils qui peuvent permettre de lutter contre le bullshit et la post-vérité. Est-ce que ça veut dire, parce que vous dites il faut appuyer sur cette question du ridicule justement, est-ce que ça veut dire par exemple que des sites comme, je vais prendre le Gorafi par exemple, un site qui produit de la fausse information, puisque volontairement parodique, sur un ton humoristique, satirique, est-ce que finalement ce genre de site est plus efficace que des sites de fact-checking pour lutter contre le bullshit? Ils auront plus d'effet finalement sur les personnes particulièrement sensibles au bullshit? Moi, j'aime bien le penser. Je pense que oui, mais c'est une question empirique qu'il faudrait pouvoir étudier mieux. Mais c'est très intéressant ces sites d'information satirique. C'est des fausses news, si on veut. C'est d'autant plus intéressant, pardon de vous couper, c'est qu'en réalité, on imagine que ceux qui sont friands du bullshit, friands justement de ces fake news, ils seraient aussi friands de ce genre de contre-information d'une certaine manière. J'en suis pas si certain. Ouais. J'aurais tendance à penser que beaucoup de gens ne saisissent pas, ne comprennent pas cette forme d'humour, précisément parce qu'ils sont trop friands de bullshit. Mais oui, alors cette forme de satire, mais aussi historiquement, voilà, Jonathan Swift, George Orwell, Anthony Trollope, tout ça sont des auteurs qui ont utilisé la satire pour dénoncer le bullshit et de longue date. Parce que contrecarrer le bullshit par des vérifications, des faits, comme c'est peut-être un peu barbant et c'est peut-être pas assez démonstratif. Puisque l'absurde, une bonne démonstration par la satire peut à mon avis faire réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que finalement, plutôt que de faire une nouvelle loi contre les fake news, le gouvernement ferait mieux de financer des journaux satiriques, de financer du dessin de presse, soutenons les clowns du décryptage de l'information, plutôt, c'est ça? Alors il faut un peu de tout, hein. Il faut les deux, mais ce serait une approche intéressante. Ce serait une approche intéressante. C'est ce que vous prenez. C'est ce que vous prenez. Je prône le financement des activités satiriques par le gouvernement. Merci beaucoup Sébastien Dieguez d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage Total Bullshit au cœur de la post-vérité, qui est vraiment un ouvrage très intéressant. J'engage vraiment les auditeurs à s'y plonger.